Bien, bonjour à toutes et à tous. Troisième conférence 2025 pour vous, les étudiants et étudiantes de licence 3 entraînement sportif de notre UFR, STAPS de Caen donc. Et puis j'ai pour la 5e année consécutive la joie de vous présenter Franck Doudet, qui donc préparateur athlétique des arbitres, enfin il va mieux vous l'expliquer que moi, des arbitres de très haut niveau de la Fédération française de football. Donc Franck est un hyper spécialiste de la préparation physique en fait. Donc ça va être le moment, parce que je sais que parmi vous il y a beaucoup d'étudiantes et d'étudiants qui s'intéressent à ce domaine. C'est le moment de pouvoir affirmer vos échanges avec Franck. Donc Franck, merci à toi une nouvelle fois d'être là parmi nous. Je sais une fois de plus que ça sera très riche, donc il n'y a pas de souci. Et donc en conséquence, je te laisse la parole. Merci Fred. Bonjour à toutes et à tous. Un vrai plaisir de partager encore un moment avec les étudiants, étudiantes, sachant que moi j'étais à votre place il y a maintenant quelques années. Mon fiston qui était à votre place il y a 4 ans, vous voyez, donc je trouve que dans sa carrière professionnelle, c'est toujours intéressant de partager, de redonner aux jeunes un témoignage. C'est pour ça que je réponds à chaque fois favorablement à l'invitation de Fred. C'est un vrai plaisir de partager ma passion, et puis vous raconter un petit peu mon histoire. Alors même si c'est jamais simple de parler de soi, c'est pas forcément c'est pas ce que j'aime le plus, mais voilà, en toute humilité, j'essaierai en tout cas de vous expliquer un petit peu ma fonction, mon métier. D'ailleurs, dans le plan, je vais d'abord démarrer par ça, pour en fait finir après mon parcours, parce que justement, l'idée c'est de vous montrer qu'un parcours se construit tranquillement, avec le temps, et qu'il faut être patient, il ne faut pas être impatient, et que finalement, en fonction de vos aspirations, de vos motivations, en fait, peu à peu, vous construirez votre parcours, étape par étape, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, surtout, alors, j'ai pas l'habitude d'être assis, moi, pendant 2 heures, les impératifs technologiques, donc c'est un peu compliqué pour moi. Surtout, si vous avez des questions, des interrogations, vous n'hésitez pas, bien au contraire, j'essaierai au maximum d'y répondre, de vous amener des éclaircissements, et puis l'idée c'est que ça soit un échange, même si je sais que c'est moi qui vais beaucoup parler, mais on va essayer de rendre l'intervention la plus intéressante pour vous éclairer un petit peu sur ce que vous voyez. Alors pour démarrer, j'en profite aussi pour vous. On est encore au mois de janvier, donc je vous présente tous mes meilleurs vœux, une bonne réussite dans vos études, dans vos activités sportives diverses. J'imagine que vous venez de tous d'horizons différents, avec des sports indiv, des sports co, c'est ce qui fait la richesse. Donc bonne année à vous, et surtout le principal pour moi, c'est la santé, parce que quand la santé va, tout va. C'est ça, c'est le bien le plus précieux. Mission actuelle, et puis pour vous parler après de mon parcours. Donc mes missions actuelles. En fait, au sein de la Fédé, nous sommes désormais 3 préparateurs physiques qui sont vraiment temps plein, vous voyez, auprès de toute la population arbitrale fédérale. Donc 3 profils différents. Les 3 ont la particularité, donc Jean-Michel Prat qui est arrivé en 2007, moi qui ai été recruté en 2016, alors que je travaillais dans la Ligue de football de Basse-Normandie, j'étais directeur, mais je vous en parlerai tout à l'heure, directeur technique de la Ligue. J'ai été recruté en fait en 2016, lorsqu'il y a eu le projet de professionnalisation de l'arbitrage par la Ligue de football professionnelle. Et puis depuis 1 an, on a une collègue qui est arrivée, donc la présence féminine, du fait aussi de la professionnalisation de l'arbitrage féminin, Peggy Sera, qui est arrivée, je vous dis, il y a juste 1 an. Donc en fait, on est trois temps plein, avec la particularité, on a un peu des statuts différents, parce que Jean-Michel et moi, en fait, on est tous les deux professeurs de sport. C'est-à-dire que je ne suis pas prof de PS, on est professeur de sport. C'est-à-dire qu'on
on a passé le concours de professorat de sport au ministère Jeunesse et Sport. Et en fait, on a un statut un peu particulier. On est mis à la disposition, hein, on est placé auprès d'une fédération, en l'occurrence la Fédération française de foot, pour exercer des missions spécifiques de cadre technique. Oui, Franck, comme tu en parles, c'est intéressant par rapport aux étudiants. Effectivement, toi, tu es au niveau du foot, hein, tu as été placé au niveau de la Fédé, comme tu le dis. Naturellement, il y a des professeurs de sport dans toutes les disciplines, hein, me semble-t-il. Exactement. En fait, parce qu'en fait, moi, je suis cadre, j'ai passé le professorat de sport pour être cadre technique, c'est-à-dire que je suis spécialiste d'une discipline, en l'occurrence le football, mais voilà, je pense que, comme vous venez d'horizons et disciplines diverses, il y a des cadres techniques en badminton, en haltérophilie, en athlétisme, en judo, en hand, en basket. Hein, donc c'est des cas, on est des cadres d'État qui sont mis à la disposition du mouvement sportif. Hein, ça date vous reverrez vos cours d'histoire. Le pourquoi, c'est suite aux Jeux Olympiques de Rome que l'État s'est très impliqué pour aider le mouvement sportif parce qu'on n'avait eu aucune médaille. Bon voilà, hein, vous retournerez voir vos cours. Hein, pour voir la genèse en fait de la création de ces postes. Juste ce que je voulais dire, c'est que les 3 préparateurs physiques là, on n'est pas du tout arbitres. C'est-à-dire que les 3 en fait, on est des anciens joueurs, anciennes joueuses et anciens entraîneurs, et coachs en fait. Hein, et donc on est mis à la disposition de la population arbitrale avec une mission très particulière. Mais moi au départ, je suis un entraîneur de foot. Hein, je suis pas du tout arbitre. Hein, donc et c'est intéressant parce justement on amène un regard un peu nouveau avec eux, hein, on amène le regard de technicien et c'est plutôt intéressant et ça contribue aussi au rapprochement entre la direction technique et puis la direction de l'arbitrage. Juste comme ça, voilà, pour vous donner un petit peu l'organigramme un peu de vous connaissez, la fédération française, c'est quand même une des grosses fédérations. Elle a plein de directions évidemment, direction informatique, direction sportive qui est la direction technique nationale avec Hubert Fournier, hein, chaque fédération en fait a un directeur technique national. Donc chez nous le directeur technique c'est Hubert Fournier, ancien joueur de Malherbe, ancien entraîneur de Lyon, de Guingamp entre autres, hein, qui est le directeur technique. Et nous les trois techniciens là on est mis à la disposition de la direction de l'arbitrage. Et notre directeur, c'est Anthony Gauthier, qui était encore arbitre de Ligue 1 il y a 2 ans, hein, qui a stoppé sa carrière. Il y a eu un peu de mouvement. L'arbitrage, c'est souvent très mouvementé. Hein. Il y a souvent des crises. Hein. De toute façon, c'est mouvementé chaque week-end. Hein. De toute façon, à chaque décision, tout le monde n'est jamais heureux de toute manière. Donc, mais on va dire c'est quand même une direction qui est souvent très très mouvementée. Donc Anthony qui a stoppé sa carrière et qui est devenu directeur de l'arbitrage et qui a organisé sa direction avec, on a 4 pôles, un pôle administratif classique pour le fonctionnement, et puis on a vraiment 3 pôles, le pôle professionnel avec un nouveau manager, lui aussi qui a arrêté sa carrière il y a 2 ans, Amaury Delerue, qui est arrivé, le nom vous parle aussi, parce que moi je travaille maintenant avec lui, qui est arrivé avec un technicien que vous voyez sur Canal+ dans la semaine, ancien grand gardien de l'équipe de France et du FC Nantes en particulier, Mickaël Landreau, qui est arrivé justement avec son regard de technicien, donc c'est vraiment, vraiment sympa. On a un directeur du secteur amateur, hein, Alain Sars, qui est un ex-arbitre international, et puis Anthony a créé, c'est nouveau aussi, il y a 2 ans, vraiment une direction dédiée à l'arbitrage féminin, avec une directrice qui est Stéphanie Frappard. Alors là, elle a la particularité d'être à la fois directe, elle est encore en activité, puisqu'elle est encore arbitre de Ligue 1 cette saison, et à mi-temps, c'est elle qui est la patronne de l'arbitrage féminin. Donc voilà, ça c'est un peu l'organigramme. Là, vous voyez, ça vous donne un peu le niveau de compétition, le nombre. Alors pour vous donner, voilà, au niveau fédéral, c'est à peu près 400 arbitres. Vous voyez, allez, pour vous donner un nombre, c'est à peu près 400 arbitres au niveau de la fédération, qui sont répartis suivant, voyez, suivant le secteur pro, secteur féminin, secteur amateur, qui sont répartis dans les différents niveaux de championnat. Hein. Le secteur pro, c'est évidemment la Ligue 1, la Ligue 2, tout ce qui est VAR. Le secteur amateur, ça va du National, National 2, National 3,
U19, U17 nationaux, D1 futsal, D2 futsal et le beach. D'accord, ça c'est tout le secteur amateur. Sachant que, je sais pas, bon, je vous avais peut-être entendu parler, mais il y a à peu près 15 jours, la nationale, le 3e niveau national va devenir professionnel à partir de la saison prochaine. Et puis on a côté féminin, vous voyez, cette année on a le premier championnat professionnel féminin, hein, ça s'appelle maintenant l'Arkema Première Ligue. Il y a l'Arkema Deuxième Ligue, la D3 et puis les U19 féminines qui sont au niveau national et qui ont leur niveau d'arbitre. Donc vous voyez les catégories que vous voyez en face. Par exemple, arbitre de Ligue 1, c'est un fédéral 1, l'assistant c'est un assistant fédéral 1. En Ligue 2, c'est un fédéral 2. Voilà. À chaque niveau de compétition en fait, correspond une catégorie. Hein, donc vous voyez, ça représente à peu près 400 personnes. Donc le secteur pro, voilà. Le secteur pro, très concrètement, en Ligue 1, vous voyez, ça représente 47 personnes. Vous voyez, donc il y a 20 arbitres centraux qui sont élites, qui sont pros. Et il y a 27 arbitres assistants, mais il n'y en a que 12 qui sont pros. Vous voyez, donc 27 moins 12, vous en avez encore 14 en fait, qui arbitrent au plus haut niveau, mais en fait qui ne sont pas professionnels. C'est-à-dire qu'ils font ça en plus. Ils font ça en plus d'un job qu'ils ont à côté, alors soit à mi-temps, soit parce que forcément ils aménagent leur emploi du temps, puisque ils sont quand même très mobilisés, puisqu'il y a pratiquement une journée toutes les semaines. En Ligue 2, vous voyez, il y a 16 centraux, là c'est pour vous montrer un peu les effectifs, 16 centraux, 24 assistants. Secteur amateur, vous voyez, donc voilà, ça va du national au national 2, hein, vous voyez, vous avez ce que je vous disais, les fédéraux 3, les fédéraux 4, les fédéraux 5, les jeunes arbitres qui sont dans les championnats U17, U19 national. On a la D1 futsal aussi, hein, on a d'ailleurs un club représentant chez nous en Basse-Normandie, là c'est Hérouville, donc, qui lutte pour son maintien. J'ai vu qu'ils étaient pas très bien classés. Qui sont quand même au plus haut niveau, ce qui est chouette, qui sont au plus haut niveau fédéral en futsal. Et puis on a du beach soccer, même si c'est un peu, on va dire, c'est moins répandu par chez nous. C'est pas vraiment la discipline qui est la plus développée au jour d'aujourd'hui. Autant le futsal, c'est fortement développé. Chez les féminines, comme je vous le disais, la grande nouveauté cette année, c'est que, voilà, je pense que vous en avez entendu parler, mais c'est qu'il y a eu la création depuis la rentrée de la Ligue féminine de football professionnel, hein, donc avec des clubs qui ont désormais le statut pro, et puis nous les arbitres c'est la même chose, hein. Moi j'ai 12 arbitres centrales et 8 élites assistantes, hein, donc j'en ai 20 en fait qui sont semi-pro, hein, et quelques-unes qui sont que assistantes mais qui sont pas pro. On a en D2 et en D3, hein, même chose. Donc vous voyez, ça représente quand même une population assez conséquente. Donc juste, c'est intéressant pour vous montrer quand même la difficulté, c'est qu'on est 3 préparateurs physiques temps plein pour 400 personnes, sachant que si vous prenez une structure pro dans n'importe quel sport, généralement ils sont 2 ou 3 pour 25 ou 30 athlètes, et nous on en a 400. Vous voyez, ça vous montre la limite aussi, la limite dans le suivi. Ouais. Pas du tout. D'après toi? Bah oui. Donc, alors, du fait de la professionnalisation de l'arbitrage féminin, il y a eu une réelle valorisation, ce qui est plutôt intéressant. D'un point de vue technique, il va peut-être falloir reposer la question, parce qu'on n'a pas dû entendre ce que tu disais. Surtout, n'oubliez pas de lever la main pour vous présenter. Posez votre question, parce que sinon je ne vous vois pas. Bénard Lucas, en spécialité football. La question c'était, est-ce que les arbitres dans le secteur féminin gagnaient autant ou non que les arbitres masculins? La réponse, il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence parce qu'en fait, la différence de moyens entre les droit TV entre la Ligue 1 et puis la D1 Arkema, elle est tellement, c'est une différence qui est énorme. Même s'il y a une belle, là, du fait de la création de la Ligue Pro féminine, il y a une belle valorisation, mais on est encore loin des standards de la Ligue 1, quoi. Mais vraiment, ouais, on est. Qui c'est qui les finance? Là, au niveau féminin ou
Ou masculin. Féminin, c'est la FFF, ouais, tout à fait. Le masculin, non? Alors que la masculin, en fait, c'est la LFP, la Ligue de football professionnelle. Donc en fait, avec des droits TV qui sont, alors même si les droits TV ont été moins conséquents, on le voit bien, tous les problèmes de budget des clubs d'ailleurs actuellement ont été moins, on va dire, voilà, les budgets TV ont été revus à la baisse, mais ça reste par rapport au foot féminin, c'est un autre monde en fait. Hein, mais ça tend il y a eu une belle revalorisation et c'est tant mieux. Hein, c'est tant mieux. Alors juste voilà, par rapport à la professionnalisation, il y a que, voilà, au final, il n'y a que 36 professionnels pour la Ligue 1 chez les publics masculins et 20 semi-professionnels chez les filles. Et vous voyez, ça représente, alors vous voyez, c'est ça un petit peu la différence par rapport à un préparateur physique qui est dans un club. Quand vous êtes dans un club, vous avez vos sportifs tous les jours. Pourquoi? Parce que si je suis préparateur physique au stade Malherbe de Caen, globalement mes joueurs ils habitent à 15 km aux alentours, donc je peux les réunir tous les jours, venir s'entraîner à Venoy ou Dornano, il n'y a pas de problème. Nous la difficulté, c'est que nos arbitres en fait habitent sur tout le territoire français. C'est-à-dire que moi j'ai un arbitre qui habite Lille, qui habite Bordeaux, qui habite Nice, qui habite Marseille, qui habite Paris, qui habite Brest. Donc c'est quasiment impossible de les avoir tous les jours. Donc c'est un peu la particularité, c'est que vous voyez les pros, il y a 14 rassemblements, 7 pour les femmes, c'est-à-dire qu'on les a en stage globalement une fois par mois, d'accord, une fois par mois ou une fois tous les mois et demi, en tout cas les pros. Hein, donc c'est des stages de 3-4 jours. Donc c'est la particularité, c'est qu'ils viennent s'entraîner en collectif à Clairefontaine, puisque la maison du football français, vous connaissez tous, c'est Clairefontaine. Et en fait, la particularité, c'est qu'ensuite, je vais l'expliquer après, c'est qu'ensuite ils s'entraînent chez eux en fait. Hein, donc ils ont un entraînement, à domicile, d'accord, et ils ont un entraînement en collectif, voilà, à Clairefontaine avec des rassemblements qui sont organisés par la direction de l'arbitrage et par la fédération. Le parfait Théo de tennis. Vous dites qu'ils s'entraînent chez eux, et est-ce que c'est vous qui faites les programmes quand ils sont chez eux? Ça va être dans la suite de mon intervention. Tout ça, je vais expliquer le fonctionnement. Hein, donc je ne te réponds pas tout de suite à la question parce qu'en fait, tu auras la réponse dans quelques minutes. Alors, quand on est préparateur physique, forcément, on s'intéresse à l'activité physique de l'arbitre de haut niveau. Et avant de vous donner des réponses, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit comme ça. Ça va éviter, comme je sais que vous êtes en période digestive, c'est comme ça, vous allez être un peu actif. Alors, je vous invite à prendre votre téléphone. D'accord? Chose que je n'autorise pas en cours d'habitude. Allez, 10 petites questions. Puis comme vous êtes des étudiants, vous êtes des sportifs, vous êtes des compétiteurs. Donc, allez, vous allez sur menti.com sur votre téléphone et vous tapez le code 66 73 19 41. Vous rentrez votre nom, il y a un petit avatar qui va apparaître normalement. Vous regardez. Comme ça va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet sur l'activité athlétique d'un ou d'une arbitre de haut niveau. Vous êtes 60 en tout. Alors, comme vous êtes des compétiteurs, l'idée, j'explique les règles. Il va y avoir une question, une affirmation. D'accord? Une affirmation, c'est vous répondez, je crois que vous avez 10 secondes pour répondre, vrai ou faux. Ok? L'objectif, c'est d'être le plus rapide. L'objectif, c'est d'être le plus rapide, mais surtout d'avoir la bonne réponse. Et n'apparaissent au classement, vous êtes 60, ouais, c'est ça, n'apparaîtront au classement que les 10 premiers. Donc, si vous n'êtes pas dans les 10 premiers, c'est que vous manquez un peu de rapidité,
qu'il va falloir travailler votre vitesse de réaction et votre vitesse tout court. Une des qualités athlétiques. Ça va, 56? On est à peu près bon? On les voit, tout le monde est connecté? Tout le monde est connecté, c'est bon? Allez, on démarre. C'est parti. Première question, question de rapidité. La distance totale parcourue par un arbitre central de Ligue 1 est supérieure à la moyenne des 10 joueurs de champ. Vrai ou faux? Voilà. Alors, on va voir. Ouais, c'est vrai. Alors, juste comme ça, pour info, je vous donne on va dire, allez, les écarts sur un match de Ligue 1. La distance minimum, c'est 9,500, 9,600. C'est vraiment la distance minimum, et ça peut aller jusqu'à 12,2, 12,3 par match. Vous voyez, l'écart type, il est énorme. Hein, donc, la moyenne, la moyenne, elle est souvent entre 11, 11,5, quoi. Vous voyez, globalement, on va dire ça, c'est une moyenne. Chez les filles, on est plus en D1 Arkema, on est plus à 10. 10, entre 10 et 10,5. Hein, mais plutôt la moyenne, je dirais plutôt 10. OK? Bon, c'est bien. Mais, sachant que les joueurs, c'est plutôt... Bon, là, c'est que le début. Hein. Comme on dit, c'est à la fin du bal. Allez, deuxième question. C'est parti. La moyenne de VMA des arbitres de Ligue 1 se situe au-dessus des 19 km/h. Vrai ou faux? Ah! Alors, attendez. Donc là, en fait, ma réponse, elle était vraie la saison dernière, elle est fausse cette année. Mais comme j'ai pas fait le changement, donc en fait, il fallait répondre vrai. Je suis désolé, j'ai pas fait j'ai zappé juste. Là, autant pour moi. J'ai pas eu le temps de faire le changement. Non, juste pour info, au-delà, la moyenne, alors, c'est une moyenne de tests réalisés. En fait, on fait des tests médicaux en fin de saison, à chaque fois, tests médicaux au centre médical de Clairefontaine, et on fait un test d'effort en particulier, en fait, pour avoir la VMA, donc test sur tapis, d'accord? Donc c'est pas un test de terrain, c'est un test de tapis. De manière à avoir leur VMA, leur seuil lactique 2 et leur seuil lactique 1. Parce que nous, après, ça permet d'individualiser le travail par rapport au travail aérobie. La moyenne, c'est énorme. Pour vous donner, en 6-7 ans, chaque année, ça ne fait qu'augmenter. Donc ça prouve qu'ils bossent. On est cette année à 19,9. Donc je ne sais pas si vous voyez, c'est énorme. Hein. C'est-à-dire qu'un marathonien, globalement, c'est 22-23, d'accord, ou les gars qui font le ski de fond, par exemple, qui ont des VMA, voilà, 22-23. Pour vous donner un ordre d'idée, la moyenne des joueurs pros en Ligue 1, ça tourne plutôt autour de 18. Donc quand vous avez 19 et des brouettes, c'est que ça cavale. Hein. Donc, allez. Et en Ligue 2, de mémoire, il sera à 18,7. Vous voyez. Allez, diapo suivante, troisième. Alors, l'étude épidémiologique des blessures chez la population arbitrale montre que les ischio-jambiers sont le groupe musculaire le plus exposé. Vrai ou faux? Ah. Ouais, bien joué. C'était le piège. Eh oui. C'était... Effectivement, c'est faux. Aujourd'hui, en fait, ça a été vrai à une époque.
tout comme les joueurs, parce qu'en fait c'est vrai que c'est un groupe musculaire qui est particulièrement sensible, en particulier sur tout le travail de freinage, tout le travail excentrique que forcément on a dans l'activité et dans un sport co, beaucoup de freinage, décélération en particulier. Et c'était vrai aussi à un moment donné chez les arbitres, mais on a tellement porté on fait tellement un travail, vous voyez, dans mon boulot on fait tellement un travail de prévention de blessures, à la fois en collectif, mais chez eux on les incite aussi à accentuer ce travail-là, que ça a vraiment fait diminuer le taux de blessure dans ce domaine. Et nous par contre, en fait aujourd'hui, la blessure qui est la plus récurrente, alors c'est tout ce qui touche autour du mollet en fait, hein, donc tout ce qui est le système suro-achilléo-plantaire, c'est-à-dire voilà, aponévrose, tendinite, voilà, tendon d'Achille et mollet, c'est vraiment la blessure la plus récurrente. Alors il y a une explication, c'est que en fait la moyenne d'âge des arbitres, elle est forcément un peu plus élevée, même si ça s'est beaucoup rajeuni, mais elle est beaucoup plus élevée que la moyenne des joueurs. Et en fait, faut savoir que plus on vieillit, en fait, plus on a une fragilisation en fait, de l'aponévrose au niveau des mollets, et qui explique aussi que c'est une blessure sur laquelle il faut être particulièrement vigilant et où il faut faire un gros travail préventif, parce qu'en fait, voilà, on est plutôt exposé. Voilà, pour l'explication. Augustin, il s'est enflammé là avec son surnom. Allez, ça va être la 4e, non, c'est ça? Les temps de récupération inférieurs à 1 km/h sont 5 fois plus nombreux chez l'arbitre assistant que chez le central. Vrai ou faux? Ouais, c'est cadeau ça. Ah oui, c'est vrai. Là, en fait, c'est ça qui est intéressant. Là, si vous observez, parce que nous, on a finalement les deux populations, en fait, ce n'est pas du tout le même type d'effort. Hein, l'assistant, c'est plutôt des efforts... alors déjà, il a beaucoup plus de temps d'arrêt. Hein, on va dire le central est quand même plus souvent en activité, a moins de temps d'arrêt. L'assistant a beaucoup de temps d'arrêt, mais par contre, a des efforts très explosifs. En fait, il doit développer vraiment une force de démarrage, parce qu'en fait, quand vous avez Mbappé, il n'est plus là aujourd'hui, mais quand vous avez type Mbappé qui font des appels, toujours à la limite, en fait, vous avez intérêt d'avoir une force de démarrage, une explosivité importante, parce qu'en fait, ça va très très vite, et le foot a tellement évolué par rapport à cette qualité-là. Donc c'est des motricités, enfin on va dire c'est un travail athlétique ciblé qui est complètement différent. Les courses entre 6 et 15 km/h représentent la plus grande distance parcourue par un central au cours d'un match de Ligue 1. Vrai ou faux? Ouais, c'est vrai. Ouais, globalement, on sait qu'il y a, voilà, comme vous le savez, il y a différentes allures de course. Il y a de la marche, il y a de jogging, de récupération, il y a de la course moyenne intensité, il y a des courses à très haute intensité et il y a des sprints. Donc effectivement, on va dire les courses moyennes aérobies sont celles qui représentent le plus gros pourcentage de l'activité. Allez, 6e. La distance totale parcourue par un arbitre assistant de Ligue 1 est supérieure à 6 km par match. Vrai ou faux? Je vous ai donné le central tout à l'heure, mais là, c'est l'assistant. Ouais, c'est rare. Bien joué. C'est très rare. Hein, c'est très rare qu'un arbitre assistant dépasse les 6 km. Donc vous voyez, entre le central qui est entre 9 et 12, et on va dire le
l'assistant qui est plutôt entre 5 et 6, mais supérieur à 6, c'est plutôt rare. C'est serré pour le podium. Allez, 7e. L'arbitre assistant réalise 2 fois plus d'accélération décélération que le central. Ouais, c'est cadeau, je l'ai dit tout à l'heure en plus. Donc là, tout le monde devrait avoir 100%. Eh non. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, en fait, il a beaucoup d'arrêts, freinage, il repart. Il y a plus d'accélération, décélération chez l'assistant. Allez, 8e. Ah, j'ai plus que 50 joueurs là. Il y en a qui ont abandonné. Le nombre de sprints, donc sur des vitesses supérieures à 25 km/h, n'excède rarement les 10 par rencontre pour un central. En clair, est-ce qu'il y a plus de 10 sprints dans un match? Ah, c'est partagé. Ouais. Ah, c'est partagé. Ouais, c'est vrai. Généralement, il y en a moins de 10. Sachant que 25 km/h, vous êtes d'accord, c'est des vitesses de très haute intensité, hein, proche de la Vmax, de sa vitesse max. Et en fait, finalement, il y en a moins que les joueurs, en fait. Il y en a, mais il y en a moins que les joueurs. Elle a fait mal celle-là, je crois. Allez, 9e, avant-dernière. La plus grande distance parcourue par un arbitre cette saison en Ligue 1 est de 12 438. Vrai ou faux? Ouais, c'est vrai. Ouais, je l'ai dit tout à l'heure que ça pouvait dépasser les 12 km. Et juste comme ça, pour info, bah, c'est sa force. Et vous voyez, parmi nos arbitres de Ligue 1, c'est souvent Stéphanie Frappard, parce que c'est sa force, elle court beaucoup. On va dire c'est un être aérobie. Et c'est souvent elle qui a vraiment des grosses, voilà, des distances totales qui sont les plus importantes. Mais, alors juste comme ça, petit aparté, par contre, c'est pas parce que vous courez le plus parce qu'en fait, on s'aperçoit en fait que l'expert, des fois, il couvre moins de distance, mais il est peut-être mieux placé. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant aussi, je vous en parlerai tout à l'heure, toujours, parce que j'imagine que, en fonction voilà, des métiers que vous irez, l'ère de la data aujourd'hui, elle est importante. C'est-à-dire qu'on manipule beaucoup de data, mais il faut faire extrêmement attention à l'interprétation des data, parce qu'on peut tout faire dire et dire son contraire. Vous voyez, là, c'est l'exemple type. Vous voyez, si on mettait simplement, on ferait un raccourci de dire, bah, parce que tu as parcouru la plus grande distance, bon voilà, ça veut dire que en fait, on s'aperçoit que l'expert, des fois, il ne fait pas forcément les plus grandes distances sur le match, mais il est bien placé aux bons endroits pour prendre ce qui est quand même le cœur de leur activité, la bonne décision. Et si on s'aperçoit au contraire que les jeunes, généralement, ils sont un peu chiens fous, ils courent partout, mais ils ne sont pas toujours dans les bons angles, aux bons endroits. Donc, vous voyez, c'est toute la nuance. C'est pour ça qu'il faut faire. En fait, les datas, il faut être extrêmement vigilant dans l'analyse, parce qu'on peut, on peut interpréter, toujours être très mesuré par rapport à ça. C'est pour ça que c'est bien de croiser avec les techniciens, hein, pour mettre du sens à l'analyse. Allez, dernière. La marche, à allure entre 1 et 5 km/h, représente 17% de l'activité globale d'un arbitre central. Là, c'est le piège. Ouais, c'est vrai. Ouais, vous voyez, un peu moins de 20%. Il est quand même...
Bon, forcément, dans l'activité, il y a le temps de jeu effectif. Il y a quand même pas mal de temps. Où voilà, vous voyez, sur les phases de jeu statiques où l'arbitre il est à l'arrêt. Hein, donc il y en a quand même où quand le ballon est hors du jeu, il est à l'arrêt. C'est des temps qui lui permettent évidemment de récupérer. Hein, donc ça représente pas loin de 20% de son activité. Mais les 80%, c'est forcément, il est toujours en mouvement, il est toujours en course. Allez, je pense que là c'est classement final. On verra qui est sur. Alors qui est-ce qui est le premier? Il est où Zakaria? Il est où Zakaria qui se lève? Qui se lève quand même, voilà. Bravo. Bravo à toi. Bah, on peut l'applaudir. Hein. Alors, allez, sur ce, alors, mais pour mes missions en fait concrètes, comme je vous l'ai dit, à la différence des joueurs, c'est que moi, j'ai pas mes sportifs tous les jours. Donc ça, c'est quand même particulier. Donc en fait, il y a deux missions en fait. C'est qu'il y a à la fois un suivi en face-à-face pédagogique, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les rassemblements qui ont lieu, voilà, suivant les catégories. Plus on est pro, plus on les voit souvent. Moins on est pro, moins on les voit souvent. Et donc en face-à-face pédagogique et en distanciel. C'est-à-dire qu'en fait, on les suit à distance, hein, avec des outils que je vais vous expliquer. Hein, donc voilà, il y a ces deux aspects-là de mon activité. C'est que j'ai à la fois le suivi en étant directement sur le terrain avec eux et un suivi à distance. Parce qu'en fait, on ne peut pas, comme je vous l'ai dit, ils habitent sur tout le territoire français, donc c'est compliqué de les réunir tous les jours. Après, pour quel objectif? En fait, voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut comprendre d'un arbitre fédéral, c'est il a des tests obligatoires pour pouvoir être désigné en début de saison et à mi-saison. Il a ce que j'appelle le permis d'arbitrer. C'est comme si vous, en fait, et là on ne se rend pas bien compte, mais c'est une épée de Damoclès qui est sur eux à chaque fois, puisqu'en fait, c'est comme si moi je vous demandais de passer votre permis en fait tous les 6 mois en fait. Donc ça, une fois l'été et une fois l'hiver. En clair, d'accord? Donc ils ont des tests physiques qui sont des tests très spécifiques. Il y a globalement des tests sur la qualité de vitesse et des tests sur la qualité aérobie. Okay, avec, en fonction de la catégorie, des barèmes qui sont plus ou moins importants. Plus on monte au haut niveau, plus c'est compliqué, plus c'est un peu plus dur. Plus on descend de niveau, moins on va dire, le barème il est un peu... donc les noms des tests, très vite, vous irez voir. Après, je pourrais vous montrer des images si on a le temps, mais on a aujourd'hui, avec les centraux, on a eux leurs tests. Hein. Les tests, c'est deux sprints de 40 mètres et ce qu'on appelle un test qui a été créé par l'UEFA, là, qui est très très bien. Avant, on avait le yo-yo test, qui était extrêmement difficile. Très très dur, parce qu'on demandait 18.2, donc c'était vraiment, si vous entraînez pas, vous pouvez pas le réaliser. Mais là aujourd'hui, on a un test qui a été créé par l'UEFA que je trouve très bien parce qu'elle se rapproche quand même pas mal de l'activité arbitrale, qui s'appelle single, double, SDS quoi, single. Donc c'est un aller. C'est un aller sur 60 mètres, vous avez pendant 12 secondes, 6 secondes de récup, vous en faites un en navette, 36 x 2, 72 mètres en navette, et vous refaites le retour 60 mètres, vous avez 24 secondes de récup, ça vous le répétez 5 fois, ça vous fait un bloc, et vous avez 72 secondes de récup, et vous avez 3 blocs comme ça à faire. Donc c'est quand même, je vous montrerai des images tout à l'heure, ça sera plus parlant. L'assistant, il a des tests très spécifiques. Lui, il a ce qu'on appelle un coda. Ça s'appelle un coda. Le coda, c'est sur 10 mètres. Je pars, donc avec drapeau, je pars en course avant. Je fais une navette en pas chassé. Je reviens sur 8 mètres. Je reviens en navette, quoi. Et je repars sur les 10 mètres pour franchir ma porte. Il faut le faire en moins de 10 secondes. Donc c'est assez... voilà, faut être bien explosif. Ensuite, on a 2 fois 30 mètres pour les assistants. Et puis, on a ce qu'on appelle un test un peu spécifique aussi qui s'appelle l'ariette.
hein, où c'est une alternance en navette, course avant, pas chassé, course avant, pas chassé. Et c'est incrémenté, pareil, je vous montrerai des images, ça vous parlera plus. C'est incrémenté, la vitesse, elle augmente au fur et à mesure. Donc, et il y a des paliers en fonction du niveau. Donc ça, c'est en fait, ma première mission, finalement, c'est de préparer les gens à la réussite de leurs tests. Parce que les enjeux sont importants. Plus vous êtes au haut niveau, plus vous gagnez un peu d'argent. Donc, si vous ne réussissez pas vos tests, en fait, vous ne pouvez pas arbitrer. Donc, ça veut dire que vous pouvez, voilà, vous êtes, c'est comme un joueur, il ne peut pas jouer, quoi. Donc, eux, ils ne peuvent pas arbitrer. Donc, en fait, voilà, c'est quand même un challenge pour eux. Et ça, il y a test d'été, test d'hiver. Pourquoi ça a été mis les tests d'hiver? Il y a une dizaine d'années, parce qu'en fait, faut comprendre qu'aujourd'hui, les arbitres de haut niveau, c'est des athlètes. C'est plus les arbitres d'il y a 20 ans, le mec qui avait la bedaine, qui n'était pas du tout sportif. Vous voyez, hein, quand on a une VMA, je suis sûr qu'ici, il n'y en a pas tant que ça qui ont une VMA au-dessus de 19. Hein. Si je faisais le test, ça se trouve, il n'y en a même pas un ici qui a une VMA de 19. Donc, j'espère que si quand même, vous êtes jeune. Mais c'est des vrais sportifs, des vrais athlètes. Donc en fait, il y a 20 ans, en fait, les gars, ils se préparaient aux tests l'été, puis après, ils se laissaient vivre toute l'année. Là, le fait de mettre les tests, vous voyez, tous les 4 mois, les gens, ça les oblige à aller s'entraîner. Si vous entraînez pas, de toute façon, vous ne pouvez pas les réussir. C'est impossible. Hein, c'est quasiment impossible. L'autre exigence, c'est de répondre aux exigences du match. C'est qu'en fait, on leur donne ils s'entraînent et ils répondent aux exigences d'un match de haut niveau, hein, en tout cas du niveau dans lequel ils arbitrent. C'est-à-dire que, vous voyez, nous, c'est un peu la doctrine. En fait, l'idée, dans la modélisation qu'on donne à nos arbitres, j'arbitre en Ligue 1. Les joueurs de ce niveau-là, ils s'entraînent combien de fois par semaine? Voilà, Ligue 1, globalement, entre 7 et 10. Hein, il y a les entraînements collectifs, plus que, en fait, en fonction de la discipline, nous, on dit, à partir du moment où le public dans lequel tu vas officier, il s'entraîne tant d'heures par semaine, toi, tu dois faire la même chose. C'est-à-dire que, donc, nous, nos arbitres pros, ils s'entraînent entre, bon, alors, c'est très variable suivant les individus, hein, mais ouais, c'est entre 7 et 14 séances par semaine. C'est-à-dire que nous, des fois, on double les séances. Il y a une séance le matin, il y a une séance l'après-midi. Donc là-dedans, alors, je n'ai pas dit que c'était que des séances intenses. Hein. D'accord, on va le voir tout à l'heure. Voilà, là-dedans, il y a de la prévention, il y a du renforcement, on va balayer toutes les qualités comme un joueur. De toute façon, l'entraînement d'arbitre, c'est comme un joueur. Hein. C'est exactement le parallèle. Hein, voilà, on le voit par rapport aux exigences. Il faut entraîner la vitesse, il faut entraîner la force, faut faire de la prévention. Faut travailler l'aérobie, finalement, c'est exactement comme pour les joueurs. Et puis l'autre exigence, l'autre objectif pour moi aussi et mes collègues, c'est prévenir les blessures et gérer une récupération fortement contrainte. Ouais. Quand je dis une récupération fortement contrainte, le public arbitral, c'est très particulier, parce que ça, les gens, voilà, on ne sait pas en fait, on ne se rend pas compte parce qu'on ne connaît pas. Un joueur de foot, tous les 15 jours, en fait, il joue à domicile. Donc, il se déplace tous les 15 jours. Un arbitre, en fait, il ne joue jamais à domicile. Il est en déplacement toutes les semaines. Et quand on sait, donc, vous voyez, c'est une particularité, ça, quand même. Parce que, vous le voyez, vous, quand vous partez en vacances, quand vous faites des voyages, vous prenez le train, vous prenez l'avion, vous passez votre temps dans les aéroports, dans les gares, dans les hôtels. En fait, ça fatigue beaucoup. Ouais, ça génère une fatigue particulière. Et en fait, des fois, c'est même gênant parce que regardez, plus on a les internationaux, en plus les gars, ils font de la Ligue des Champions, l'Europa League et compagnie, à un moment donné, en fait, ils n'ont plus de plage pour pouvoir s'entraîner. Ça devient hyper compliqué. Vous voyez, et je vous dis, l'arbitre, en fait, il est en déplacement toutes les semaines. Alors qu'un joueur, tous les 15 jours, il joue à domicile. Donc, il n'y a pas les déplacements qui génèrent forcément de la fatigue. Ça, c'est vraiment une particularité sur laquelle il faut savoir. Et puis, il y a l'autre par rapport aux joueurs aussi, c'est qu'en moyenne, ce que je disais tout à l'heure, voilà, la moyenne d'âge, elle est à peu près 10 ans plus élevée, hein, donc, par rapport aux joueurs. Hein, même si on a des arbitres jeunes, mais globalement, la moyenne, elle est un peu plus élevée. La preuve, c'est que, bon, après 40 ans, après 37, 38 ans, vous ne voyez plus beaucoup de joueurs. Enfin, ça devient compliqué, à part des exceptions comme Hilton ou Ibrahimovic, qui ont été ou Dante actuellement à Nice, qui sont, on va dire, c'est des exceptions. Ceux-là, c'est des phénomènes, c'est des exceptions à la règle. Mais globalement, voilà, à partir de 34, 35 ans, on ne voit plus beaucoup. Alors que
nous les arbitres, on peut aller jusqu'à… Avant, il y avait un règlement, c'était jusqu'à 45 ans, d'accord? Et tant qu'on réussissait, et en fait, depuis 5 ans, en fait, il y a eu une réforme de l'arbitrage. Ce règlement-là, en fait, il était contre le droit du travail, en fait, et avec la Cour européenne, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limite d'âge. C'est-à-dire qu'à partir, j'ai 46 ans, mais je suis dans la cap. Alors, à partir du moment où j'ai le niveau technique et je réussis mes tests, en fait, je peux encore arbitrer. On a le cas actuellement, c'est incroyable, hein, c'est rare aussi, hein, on a le local de l'étape, là, hein, qui s'appelle Michael Lesage, qui a 50 ans et qui arbitre en Ligue 2. Il a 50 ans. Mais c'est physiquement, il est comme ça, il est hyper affûté, il a une belle hygiène de vie. Voilà, hein, pour qu'il réussisse. Et en plus, il est bon parce que là, il est bon techniquement parce que comme il a tellement d'expérience qu'en fait, c'est une valeur sûre, quoi. Après, à un moment donné, oui, on ne peut pas non plus avoir que des arbitres âgés, il faut quand même rajeunir parce qu'à un moment donné, mais en tout cas, il n'y a plus de limite d'âge. Alors, en distanciel, ça va répondre un petit peu à ta question. En fait, vous dites, qu'est-ce qu'il peut faire en distanciel? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les arbitres sont équipés d'une… Voilà, ils ont tous les arbitres fédéraux sont équipés d'une montre polar. D'accord? Une montre polar comme ça. Donc, en fait, on a une plateforme qui permet, voilà, le Polar Coach, on a une plateforme qui permet de les suivre à distance. C'est-à-dire que ça permet de contrôler, en fait, et de voir tous les entraînements qu'ils mettent en place. Donc, on a un autre outil, hein, on a aussi un outil de la charge d'entraînement. Avant, on travaillait avec Training Load Pro qui a été mis en place par un collègue universitaire, Stéphane Morin de l'Université de Nantes. Et aujourd'hui, qui s'est rapproché, peut-être que certains connaissent, il y a beaucoup de clubs aujourd'hui sportifs qui utilisent cet outil-là dans le suivi de la charge d'entraînement qui s'appelle MyCoach. Hein, des outils MyCoach qui permettent d'avoir un suivi de la charge interne, de la charge externe. Donc voilà, ça c'est des outils que moi je manipule pour permettre le suivi au quotidien de mes athlètes dont j'ai la responsabilité. Okay ? Donc ça permet d'avoir un suivi d'entraînement, un suivi de match, de mettre en place, alors par rapport à ta question, alors en fait on a construit des modélisations d'entraînement dans la semaine, ok, des vraies modélisations avec voilà, J+1, J+2, J+3, J-3, J-2, J-1, quel type d'entraînement on peut mettre en place. Par contre, on leur donne pas des séances toutes faites. Parce qu'en fait, c'est injouable. En fait, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tellement individualisé entre celui qui a 2 matchs dans la semaine, celui qui habite à Nice, qui a accès à un stade ou à une salle de gym, ou celui qui habite à Annecy et qui a les montagnes, qui n'a pas de piste pour éventuellement aller s'entraîner. En fait, ils doivent s'adapter en fonction de l'environnement où ils habitent. Les seuls programmes qu'on donne, c'est vraiment au début de saison. C'est le programme de préparation d'avant-saison. Là, on donne le même à tout le monde, mais là, en fait, pareil, les gens, ils s'adaptent suivant l'environnement où ils sont. D'accord? Donc, c'est-à-dire que alors, c'est un peu les limites, parce que ils aimeraient des fois avoir, du coaching individuel, mais quand tu es 3 pour 400, tu comprends bien que tu ne vas pas faire des séances pour 400 personnes. Enfin, je veux dire, c'est injouable. Franck, si je peux me permettre, ouais. Tu parlais d'une programmation J1, J2, J3, J-1, J-2, J-3, c'est ça? Ouais. Pourquoi ce ne serait pas 1, 2, 3, 4, 5, 6? Pourquoi vous faites un -3, -2, -1? Parce que c'est la référence match en fait. J+1, c'est toujours par rapport on part du match passé, match, on va dire dans une semaine, il y a le match passé, le match à venir. Donc voilà, il y a un delta de 7 jours globalement. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on met en place dans les… sur le plan physio, vous savez qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des temps, en fait, il y a des temps évidemment de récupération, d'oxygénation, ça c'est plutôt post-match. Après, on a des temps dans la semaine qui permettent de développer les qualités. Et puis il y a les temps qui se rapprochent du match à venir, c'est plutôt l'affûtage, hein, et on fait un autre type d'effort. Donc nous, on est vraiment sur cette modélisation-là.
Bah, J'imagine que là, est sous-entendu la question des charges d'entraînement. Voilà. Bah là, là, donc la charge d'entraînement et le type d'entraînement n'est pas le même. En fait, il y a des jours plus appropriés pour, on va dire, avoir des séances intenses et des jours où ça l'est moins par rapport à la réalité du match. D'accord ? Exemple, on ne va pas faire une séance de PMA veille de match. Ça paraît un peu, évidemment. Ou on ne va pas faire une séance de vitesse où on va travailler la Vmax le lendemain d'une grosse PMA, par exemple. Voilà. Donc, en fait, c'est là où il y a une espèce de logique dans la construction des séances pour en fait avoir une charge équilibrée dans la semaine. En fait. Et puis dans mes missions en distanciel, il y a aussi, moi je veux voir beaucoup de matchs. Bon voilà, habitant Caen, parce que la chance que j'ai, c'est que j'ai négocié de rester sur Caen. Donc en fait, mon lieu de travail, c'est Clairefontaine. Donc pour tous les stages, je pars, voilà, j'ai un stage quasiment toutes les semaines. Vous voyez là, par exemple, normalement, je devais repartir demain jusqu'à dimanche. Bon là, j'ai un stage qui a été annulé. Tant mieux, ça me permet de faire ouais, surtout que là je viens de faire 15 jours quasiment non-stop. Donc en fait voilà, je suis à Clairefontaine pour les stages, pour les face-à-face pédagogiques, je suis à domicile à Caen pour tout mon suivi à distance. Donc c'est plutôt, et je vais voir les matchs. Donc je vais voir les matchs à Caen avec malheureusement on va dire pour cette année des matchs difficiles pour notre équipe locale, qui sont compliqués. Tu me disais d'ailleurs, il y avait une échéance importante pour l'équipe de Caen qui arrivait là contre, ouais, je crois, contre 3, c'est ça? Ouais, là je crois que le match c'est un match pour eux qui va être important. Ils sont tous importants, mais celui-là, je crois, vu la période actuelle, il l'est d'autant plus. Alors voilà, en distanciel, je vous montre. Voilà, l'idée, c'est que toutes les semaines, vous voyez, il y a une plateforme Polar. Ça me permet, voilà, chaque individu de visualiser le type d'entraînement, le type d'activité. En fait, le suivi d'entraînement et match, on a plusieurs outils. Ils sont tous équipés de GPS. On va dire, en Ligue 1, équipés de GPS. Alors non, pardon, en Ligue 1, ils ne sont pas équipés de GPS, mais en fait, c'est des caméras, en fait. En Ligue 1, c'est des caméras, en fait, il y a plus de 24 caméras autour du terrain qui permettent en fait d'avoir toute leur activité athlétique, comme pour les joueurs. Par contre, moi, avec les filles, je les ai vraiment équipées de GPS depuis 3 ans, là, avec le centre de la performance de la Fédé, avec et son responsable, là, Christopher Carling. On est en train de monter une étude sur l'activité physique d'une arbitre féminine de haut niveau. Et là, on est content, là, j'ai un article scientifique là, qui devrait sortir, qui est sorti et qui est en cours de validation là, actuellement sur justement cette étude-là. Donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, donc les outils de suivi, on a les GPS, on a MyCoach, on a Polar. Et moi, en fait, vous voyez, toutes les semaines, en fait, mon boulot, c'est d'aller sur la plateforme et de faire un petit compte-rendu de la population dont j'ai la responsabilité pour vérifier. Voilà. Alors, une petite question par rapport à l'article scientifique que tu as fait là. Où est-ce qu'il peut se trouver? J'imagine que c'est dans une revue. Ouais, dans un bulletin, dans un bulletin sciences médicales sportif ou je sais plus. Comme c'est Christopher qui gère ça, qui est un. Oui, donc c'est très spécialisé en fait. Mais après, qui sera accessible en fait. Oui, bien sûr. Qui sera accessible pour c'est pour mais là, il est en cours de validation. En fait, pour paraître un article. Enfin, moi, je suis pas un scientifique. Je suis pas un chercheur. Donc, il y a toute une démarche. C'est très particulier. Il faut que ça passe devant un comité, que ça soit accepté. Donc c'est assez. Ça demande quand même un laps de temps. Mais là, il a été accepté et donc je pense qu'il va paraître d'ici peu. Distanciel, voilà. Vous voyez, moi par exemple, vous voyez, nous on travaille avec Catapulte. Vous voyez, les filles, elles sont. Donc je vais sur une plateforme, c'est pour vous montrer à droite. Vous voyez, immédiatement après le match, vous voyez. Après leur match, moi les filles, elles m'envoient un petit texto, je leur demande date de début, date de temps additionnel, et je fais un découpage. Vous voyez les courbes qu'on voit tout en haut à droite. En fait, je fais un vrai découpage du temps effectif de match,
pour récolter toutes les données, hein, et de manière à faire un rapport sur chaque match. Donc vous voyez, le rapport, voilà, l'idée c'est d'avoir des statistiques. On a des statistiques à la fois individuelles et collectives, en fait, sur la charge externe du match. Hein, voilà, nombre de sprints, distance totale, nombre d'accélérations, décélérations, allure à haute intensité, allure moyenne. Hein, et l'idée c'est de transmettre à... Alors nous, c'est très utile pour nous parce que ça permet d'avoir la réalité de ce que représente comme charge le match du week-end, qui est quand même la référence. En fait, on s'entraîne quand même. Et nous, c'est bien parce que ça donne des orientations de travail. Vous voyez, c'est intéressant parce que ça donne des orientations de travail. Et puis, c'est intéressant aussi pour nous, dans le suivi de la charge, d'alerter les managers de chaque catégorie si on suspecte, on voit un problème de fatigue ou de difficulté majeure. Justement, est-ce que vous avez des préparations spécifiques à des matchs plus ou moins difficiles? Je pense par exemple à un PSG Marseille. Est-ce que l'arbitre va avoir beaucoup de tension ou il va falloir qu'il soit très disponible au niveau attentionnel? Est-ce que vous avez une prépa spécifique ou l'importance du match ne rentre pas en compte? En fait, il y a deux choses. Soit, en fait, on a l'équipe arbitrale justement en séance la semaine. Et en fait, et ils ont le match le week-end. On va le voir, en fait, on fait beaucoup de travail en collaboration, parce qu'on a un fil rouge en fait sur la semaine. On part plutôt de l'individu au début de semaine pour après tranquillement aller vers le travail en duo, en trio, pour travailler la collaboration et pour préparer spécifiquement au match. Si ce n'est pas le cas, on ne les a pas. En fait, eux, ils le font eux-mêmes. D'ailleurs, ce week-end sur beIN, j'ai reçu la vidéo. Il y avait un petit reportage, je crois, la préparation de l'équipe arbitrale avant Racing Club de Lens contre, c'était qui? Ouais, je sais plus. Voilà, c'était. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, j'ai vu Jérémy Pignard. Là, on m'a envoyé. C'était intéressant. On voyait comment il préparait avec ses assistants. Voilà, il préparait son match. En fait, ils préparent leur match, les gars. Ils n'arrivent pas comme ça, la fleur au fusil. Ils essayent de bien connaître les particularités de l'équipe, la manière dont elle joue. Est-ce que c'est un jeu direct, pas direct? Est-ce qu'il y a beaucoup de centres? Ça implique forcément leur prise de décision. Vous voyez, ils étudient vraiment la manière, même. C'est bien aussi pour eux d'avoir. D'ailleurs, leur manager nous demande, comme nous, on est des techniciens, nous demande souvent des causeries sur les aspects technico-tactiques. Parce que, voilà, ça pour les enrichir leur culture football, et de manière à mieux appréhender, en fait, la manière dont ça va se dérouler sur le terrain. Si vous avez une équipe qui a un jeu plutôt vertical ou qui est plutôt en attaque placée, attaque rapide, en fait, ça impacte le type de faute qu'il peut y avoir. Donc c'est intéressant. Question. Guéraud Nathan, spécialité football. Est-ce que les arbitres ils ont accès à une préparation mentale, notamment liée à leurs décisions, à la pression qu'ils peuvent subir par les joueurs, à gérer leurs émotions? Alors, par rapport à ta question, c'est quelque chose qui est pris de plus en plus en compte. Donc oui, alors, il y a deux choses. Et c'est à la fois vrai aussi sur la préparation physique. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais parce que ça va rejoindre. Alors, nous, dans le cadre des rassemblements, on met de plus en plus de choses sur la préparation mentale. Voilà, on a d'ailleurs, voilà, preuve que ta question, c'est une dimension qui a été prise en compte. On vient de la direction, là c'est la première fois à la Fédé, vient de recruter une psychologue, qui est psychologue et préparatrice mentale. Elle a les deux fonctions. Elle est embauchée depuis début janvier, à la disposition des arbitres. Vous voyez, déjà ça c'est... Elle est psychologue généraliste ou spécifique sport? Dans le milieu du sport. Donc elle vient d'être recrutée, Isabelle Graff, elle s'appelle. Nous, on met en place, tu vas voir, des outils aussi on met en place des outils de préparation mentale aussi, hein, quelques outils à disposition, type voilà, méditation. Moi, j'ai été formé et je suis formateur au niveau de la cohérence cardiaque. C'est des choses que j'ai amenées chez les arbitres. Bon, alors on a donné plein d'outils
qui sont à leur disposition. Donc c'est un aspect qui est de plus en plus abordé. Voilà, la chose que je veux dire, c'est que bon, nous, l'institution, on les nourrit un petit peu, mais ce n'est pas suffisant. Donc certains, voilà, et sur le plan physique, c'est aussi le cas, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que certains vont chercher, en fait, à titre personnel, soit un préparateur physique perso, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais soit un préparateur mental perso. En fait, ils ont le droit. Ils ont le droit, puis ils ont les moyens, on va dire, au niveau. C'est moins vrai pour ceux qui... Mais encore que, des fois, il y en a des jeunes qui veulent progresser. Ils font appel à des coachs, enfin, on va dire, à des personnes ressources individuelles. Moi, je ne suis pas contre, hein, à partir du moment... puisque nous, on ne les a pas toutes les semaines. Donc je comprends que dans le souci de progresser, de s'améliorer, ils font appel à quelques professionnels dans ces domaines-là. Et moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Bien au contraire. Donc oui, c'est une dimension qui est de plus en plus prise en compte parce qu'effectivement, gestion des émotions en milieu instable. D'ailleurs, juste, tu vois, preuve que la nouvelle direction, le nouveau manager, on rentre là. Mon dernier stage avec les arbitres de Ligue 1, c'est pas un stage sur les terrains, c'est un stage à la base sous-marine de Lorient. Il y a 15 jours, on a été pendant 3 jours, voilà, avec des spécialistes, des anciens, une boîte ce sont les anciens des forces spéciales qui proposent plein d'activités autour de la cohésion, de la prise de décision au milieu hostile. Et voilà, on a vécu ça avec eux, c'était top. Moi, je l'ai vécu avec eux. Hein. Là, pour une fois, c'est pas moi qui préparais les entraînements. J'ai été acteur comme eux et on a vécu des trucs plutôt sympas. Je l'avais déjà fait. J'avais eu l'occasion de le faire quand j'ai eu la chance en 2015 d'être adjoint de l'équipe de France U17 foot et j'ai fait la Coupe du Monde au Chili. Et pareil, on avait le coach à l'époque, on avait fait pendant 3 jours. À la base du GIGN, préparer les joueurs pendant 3 jours avec des trucs très costauds. Je pourrais vous le raconter si j'ai le temps, mais c'était intéressant. Donc voilà, dimension qui est prise évidemment en compte. Alors maintenant... Oui, pour terminer sur la préparation mentale, la personne que tu citais, je regardais, elle a un site sur, si ça vous intéresse, Isabelle Graff, sur Internet. Donc alors, effectivement, psychologue du sport et préparatrice mentale. Mes missions maintenant, alors je vous ai dit en distanciel, c'est bon, j'ai encore 1 heure, c'est ça? En face à face pédagogique. Alors là, c'est quand ils viennent à Clairefontaine, d'accord? Bah là, en fait, on organise des stages. Alors, la particularité, c'est qu'avec les Ligue 1, les Ligue 2 et les féminines, on organise vraiment un stage de préparation d'avant-saison en collectif. C'est-à-dire qu'une préparation d'avant-saison, c'est comme pour les joueurs, c'est entre 6 et... Globalement, la moyenne, c'est 6 semaines. Ça peut faire 7, ça peut faire 8. 8, c'est un peu long. Mais on va dire, globalement, c'est entre... La première semaine, elle est tout le temps... On l'a fait parce que c'est lourd, hein, et ça leur permet de... On l'a fait en collectif, sachant que les 5 semaines suivantes, ils les font seuls. Hein, ils les font seuls chez eux. Mais par contre, on fait la première semaine en collectif. Depuis 4 ans, j'ai... récompenser notre région. Vous voyez, ça fait 4 ans qu'on vient à Ouistreham, au centre de thalasso de Ouistreham. Là, on va changer, je pense, cette année. Mais voilà, on a fait Quiberon, on a fait, il y a eu plusieurs. Voilà, on fait des cycles. Et là, c'est vraiment pendant une semaine, 3 entraînements par jour. On est vraiment en préparation d'avant-saison. Ensuite, sur les stages, mon boulot, il consiste en quoi? À construire des séances d'entraînement, hein, voilà, et à les animer, évidemment. Hein, voilà, alors ça, c'est intéressant aussi, parce que vous qui êtes jeunes, est-ce que, parce qu'en fait, une séance d'entraînement, est-ce que vous avez un ordre d'idée? Parce que ça, je leur dis souvent aux étudiants. Une séance d'entraînement, est-ce que vous savez combien d'heures de travail ça représente, globalement? Alors même si, et pourtant, je deviens vieux et on va dire, j'ai développé une expérience quand même. Je vous parle de, voilà, séance d'entraînement tout compris, pour vous rendiez compte, parce que les gens, en fait, ils ne se rendent pas forcément compte de ça. Une séance d'entraînement, j'inclus tout, hein, entre sa création et puis la vivre. Ça représente combien de temps? Allez-y, allez-y, hein, même si vous dites une bêtise, c'est pas grave. Hein. Ouais, 3 heures, c'est pas mal. Ouais, 3 heures, c'est à peu près ça. 3-4 heures. Je vous explique.
Il y a, vous voyez pardon, très concrètement, ce matin, juste avant de venir, j'avais une visio à 11 h, j'ai un stage dans 15 jours, avec les assistants Ligue 1 non élites. Ils sont au nombre de 15. J'avais le manager et l'autre collègue préparateur physique. On faisait une visio pour préparer notre stage. Donc vous voyez, déjà, il y a quel type de séance on fait. Ok. Donc déjà, il y a réfléchir sur la séance. La mettre sur PowerPoint, sur papier. Donc vous voyez, allez, globalement, ça demande, ça dépend des séances, mais allez, entre 1 heure et 1 heure un quart, facilement. Ensuite, vous avez, vous voyez, une séance, là je suis sur ce terrain couvert de Clairefontaine. Nous, pour une séance d'entraînement, on arrive quasiment 45 minutes avant la séance. Entre toute l'installation, parce qu'on utilise aussi, bon, on a la chance d'avoir de la technologie, mais c'est à peu près 45 minutes de préparation. La séance en tant que telle, qui dure ça variable nos séances, entre 1 heure et 1 h 30. Et le bilan, le remettre tout au propre, vous voyez, les 3-4 heures, vous les atteignez. Donc une séance d'entraînement, en fait, les gens ne se rendent pas compte, c'est pas, j'arrive pas là 10 minutes avant, comme j'ai pu faire, non, bien que j'ai jamais fait ça, à 15-16 ans, je l'ai préparé déjà. J'ai commencé jeune, mais c'est comme je vois certains éducateurs qui arrivent 10 minutes, un quart d'heure et qui improvisent, ça c'est du, bon, ça c'est pas du professionnalisme, ça c'est de l'amateurisme, ça c'est le clampin du coin qui veut animer. Par contre, si on veut faire quelque chose de sérieux, ça se prépare avant. Et ça, il faut que vous en preniez conscience. Ceux qui veulent aller vers l'entraînement, une séance d'entraînement, ça ne s'improvise pas. Il y a un moment donné, ça se prépare de façon très sérieuse. Et vous êtes tous sportifs. Hein. Moi, j'ai été joueur. Hein. Je vous assure, je savais qu'un entraîneur, j'en ai eu des entraîneurs. Hein. J'en ai eu des bons, j'en ai eu des moyens, et j'en ai eu des très médiocres. Et je savais très bien celui qui improvisait, qui n'avait rien préparé du tout, de celui où on sentait qu'il avait, il avait quand même un peu pensé, un peu réfléchi. On le voit tout de suite. Quand on est pratiquant, on le voit bien, celui qui arrive à la fleur au fusil, qui fait, il n'y a aucune cohérence entre l'échauffement, ce qu'il y a derrière, entre les parties de l'entraînement. On se dit, qu'est-ce qu'il nous propose? Et moi, j'en ai eu des entraîneurs comme ça, nuls. Par contre, j'en ai eu des très bons. Hein, et là, on voit, ça fait la différence. Troisième chose dans mon métier, donc organiser les stages, animer un tas de séances. Les managers, je fais beaucoup de choses aussi. Alors, vous voyez, tu parlais, le prénom Nathan, tu parlais de dimension mentale. Moi, il nous demande beaucoup de choses sur la cohésion de groupe aussi. Team building, alors on essaye de mettre en place des choses. Moi, c'est un truc que j'adore. Et on essaye de trouver des choses un peu originales. Et c'est vraiment intéressant. Et puis, quatrième mission, c'est par rapport à leur activité, vous êtes d'accord avec moi, c'est de la prise d'infos et de la prise de décision en permanence. L'activité de l'arbitre, c'est ça. C'est que, sachez que c'est une des activités où c'est un des métiers au monde, avec pilote de Formule 1, pilote d'avion de chasse. C'est les gens qui prennent le plus de décisions, qui ont une prise d'infos très conséquente avec une prise de décision. Un arbitre, c'est 260 à 300 décisions par match. C'est énorme. Il y a peu de métiers où vous prenez autant de décisions en si peu de temps. C'est pour ça les gens ne se rendent pas compte. Et quand vous savez que sur les 300 décisions, la grosse difficulté pour eux, c'est que, qui touche ou pas touche, décision qui n'a pas d'impact, à la limite, qui se trompe ou qui se trompe, c'est pas très grave. En fait, leur crainte, ils savent que dans un match, ils ont 4 à 5 décisions majeures. 4 à 5, maxi, celles-là, et qui peuvent complètement avoir impacté un match, en fait. Et c'est celle-là qu'il ne faut pas se tromper, en fait. Et c'est ça la difficulté. L'arbitre moyen, il se plante. Le très bon, c'est celui sur ces 4 décisions-là qui est fort et qui se trompe rarement. Hein, et vous le savez, en un match, c'est ça, hein, vous êtes pratiquant, même dans n'importe quel sport. En fait, il y a des décisions, on s'en fiche. Sortie, corner, pas corner, bon, c'est pas ça, ça ne va pas changer le cours du match. Par contre, il y a des décisions, penalty, pas penalty, rouge, pas rouge. Voyez un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est ça, c'est des décisions impactantes. Et c'est celle-là où il ne faut pas se tromper, en fait. Ils savent que leur décision, elle va avoir un impact énorme. Alors voilà, les séances d'entraînement, vous voyez, globalement sur un stage, c'est 13 à 15 séances dans la semaine, vous voyez, avec eux.
on peut avoir jusqu'à 4-5 séances par jour. Alors ça, c'est le côté, vous voyez, parce qu'en fait, pour faire de la qualité, comme des fois, ils sont 36 pros, alors vous n'avez jamais les 36 en même temps, parce qu'entre ceux qui sont désignés, mais allez, mais même si voilà, vous en avez 18, 24, pour faire de la qualité, en fait, on fait des sous-groupes, et en fait, souvent, on double les séances. Ça, c'est le côté un peu pénible. C'est-à-dire que, en fait, vous faites une séance, vous la répétez 2 fois, parce que vous la faites une fois avec un groupe, et vous refaites la même séance. Alors, c'est pas évident, parce qu'il faut avoir la pêche, il faut garder la même pêche. Et ça, je dirais que c'est parfois le côté le plus difficile, c'est de répéter 2 fois la séance. Bonjour, donc Mathis Baron, spécialité volleyball. Je reviens sur les décisions qui pouvaient impacter les matchs. Ouais. Est-ce que des mauvaises décisions peuvent aussi impacter les carrières des arbitres directement, plus loin que le match? Bah, alors, te dire influencer, oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont notés à chaque match. En fait, ouais, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas forcément dit, mais en fait, à chaque match, il y a des observateurs et les managers, en fait, déjà, ils ont un débriefing à faire vidéo à rendre à leur manager J+1, J+2. Et le manager, ils ont entretien avec des briefings vidéo. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les arbitres sont notés. En fait, c'est pour ça qu'ils ont une épée. En fait, c'est un métier compliqué parce qu'ils ont la pression de tout le monde. Ils ont la pression des joueurs, ils ont la pression des entraîneurs, ils ont la pression des dirigeants, ils ont la pression des spectateurs, ils ont la pression des médias, ils ont la pression même de leur propre famille, puisqu'en fait, ils sont évalués à chaque match. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils prennent une bonne décision, ils marquent un bonus. Chaque fois qu'ils prennent une mauvaise décision qui impacte le match, ce que je vous disais, ils prennent un malus. Vous voyez, ils ont un système de notes. Et en fait, c'est comme pour les joueurs, à la fin de l'année, il y a un classement en Ligue 1 de 1 à 18. Et ben, chez les arbitres, il y a un classement de... Vous avez vu combien il y a d'arbitres centraux pour ceux qui ont retenu? En Ligue 1 20. Il y a un classement de 1 à 20. Les 2 derniers descendent en Ligue 2. Et à l'inverse, les deux premiers de Ligue 2, ils montent en Ligue 1. C'est exactement pareil. Donc en fait, ils sont, si vous voulez, ils sont en compète quelque part, ils sont en compète les uns contre les autres. Puisqu'en fait, à chaque fois, et ça c'est vrai dans toutes les divisions, vous voyez, à la fin de l'année, il y a un classement, il y en a qui montent, il y en a qui descendent. Donc effectivement, les erreurs, celui qui fait le plus d'erreurs, bah, il a des notes moindres et il a plus de chances de descendre que de se maintenir. Donc les enjeux pour eux, ils sont vraiment importants. Nous, vous voyez, pour faire des séances, on a 3 formes de séances, collectives, en collaboration, duo, trio. En fait, vous voyez, quand il y a la semaine débute, on est vraiment centré sur l'individu. Et après, au fur et à mesure que la semaine avance, comme on connaît les désignations, on sait quel trio va être désigné. On fait plein d'exercices en duo, en trio pour qu'il y ait voilà, des exercices de collaboration. Et ce qui est intéressant, on travaille beaucoup avec les managers. Ce que j'appelle les managers, c'est les entraîneurs. Alors que chaque catégorie a un entraîneur, qu'on appelle un manager de la catégorie. D'accord? C'est quelqu'un, généralement, c'est un ancien arbitre de haut niveau qui est l'entraîneur. Et nous, on est on va dire les entraîneurs préparateurs physiques. D'accord? Et on travaille avec eux pour essayer de construire des exercices. Voilà, donc... voilà, modélisation d'une semaine, vous voyez ce que je vous disais, voilà ce qu'on fait, voilà, on fait de la vitesse, préparation physique intégrée, prévention de blessures, beaucoup de PMA, du renforcement musculaire, de la vitesse, vivacité, comme pour les joueurs. Donc voilà, on travaille beaucoup, allez, vous voyez, avec écran, bon, avec des écrans pour les prises de décision, avec du matériel type Smart Speed, vous voyez, pour la prise d'infos, prise de décision, pour la réactivité. Des exercices de cohésion de groupe. Hein, voilà, ça c'est voilà on travaille beaucoup voilà avec tout ce qui est traitement de l'information, concentration. Vous voyez, Smart Speed. On travaille beaucoup nous avec, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, avec le NeuroTracker. Hein, vous avez entendu parler déjà de NeuroTracker? Allez, ceux qui ont un prénom, bah on va voir, tiens, ceux qui sont concentrés. Ceux qui ont un prénom qui commence par un V, vous mettez debout. Par un V. T'es tout seul? 2. Tous les 2? Ah, bah restez debout. Ah, bien, rapproche-toi, comme ça. Allez, bah, on va faire un petit exercice pour ceux qui ne connaissent pas le NeuroTracker. Allez, principe de NeuroTracker. Non, mets-toi, non, pas en collaboration individuelle, là, voilà.
Alors attends, je t'explique. Ouais, je t'explique. Alors regarde, vous voyez, il y a 4 balles oranges là, d'accord? 4 balles oranges, tu les fixes, toi, tu les identifies. Il y en a 8, elles vont bouger dans l'espace. L'objectif, c'est que tu me les retrouves pendant 6 secondes, elles vont bouger. L'objectif, c'est que tu me les retrouves à la fin. Ok? C'est que vous me les retrouviez à la fin. Allez, c'est parti. Allez, vas-y. Allez, la une. Vas-y, dis-moi les 4. Donc une. Donc 1, 8, 5. Ok. Alors, on regarde la réponse. C'était 1, 5, 7, 8. Bon, et encore. Bon, vous voyez, alors, vous voyez, ça, c'est le genre de travail. Là, vous voyez, là, c'est simple. Vous êtes assis, vous êtes arrêté. Mais nous, on le fait. Si vous voulez, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on fait tout ce travail de prise d'infos, on le fait, nous, on le couple au travail athlétique. C'est-à-dire que vous faites une séance de PMA, de 10-10, un bloc de 6 minutes, et à la sortie de la course de 10 secondes, vous avez un grand écran, vous devez retrouver les 4 balles. D'accord? Sous fatigue. Bah, je vais vous dire, c'est plus la même musique. Hein, donc en fait, vous voyez, on travaille beaucoup comme ça, prise... nous, c'est ce qui fait le charme, en fait, c'est qu'on essaye de mettre du travail cognitif, soit en amont de l'effort, soit pendant l'effort, soit post-effort. Et parce qu'en fait, c'est le cœur de leur activité. Ils sont sous pression et je vous assure, parce qu'en fait, il faut entraîner son cerveau. Ils ont un cerveau qui va tellement vite, ils ont une vitesse de traitement d'infos qui est, on est obligé de les mettre, faut toujours les challenger. Bon voilà, ça c'est les types d'outils. Donc, vous voyez, par exemple, ça, type de séance que j'ai fait la semaine dernière avec les féminines. Vous voyez, c'était une séance PMA, 4 blocs de 6 minutes en 10-20. Vous voyez le principe, c'est des courses, voilà, ça va, un circuit qui va de 1 à 6. Vous voyez, c'est des courses, il y a la diagonale, il y a des courses brisées, il y a des courses de dégagement. Vous voyez, on essaye de construire, moi je ne suis pas arbitre, mais on essaye de construire des courses qui soient appropriées à ce qu'ils peuvent vivre en match. Donc là, c'était 10 secondes d'effort. Et vous voyez, à l'arrivée, les 3 arrivaient globalement proches de la surface de réparation. On avait mis des grands écrans là, avec Stéphanie Frappard. Il y avait 2 grands écrans dans la surface, une séquence de match avec des fautes. Et en fait, elle devait prendre la décision sur un petit carton, noter faute, pas faute. Et ça, voilà, 4 blocs de 6 minutes. Ouais, voilà le type, voilà un exemple de séance. Voilà, vous voyez, alors on s'amuse, hein, vous voyez, grand écran. Voilà, là c'était une séance, on dit, je ne sais plus, en intermittent. Vous voyez, l'avantage sur le terrain couvert, c'est qu'on a un grand écran. Donc là, elle court, voilà, est fort, je ne sais plus, là c'était 10 secondes peut-être. Voilà, elle court. C'est pour vous montrer hein, concrètement. Là où hop, vous voyez, arrive, hop, une vidéo. Hop, vous voyez, ça va vite et la vidéo, elle dure pas qu'un. Voilà. Rien. Est-ce qu'il y a... D'accord? Là, c'était coup franc direct plus avertissement. D'accord? Donc, vous voyez? Donc, après chaque effort, hop, c'est reparti. Hop, et puis, vous voyez, à la sortie, bon, voilà, vous voyez c'est le genre de séance qu'on peut faire. Et là, vous avez des écrans dans la halle que vous utilisez pour... En fait, l'avantage à Clairefontaine, c'est qu'on a un terrain couvert avec un écran de 8 mètres sur 8 mètres qui est en plein au milieu. Plus, on a les 2 écrans, que vous avez, qui sont amovibles. On prend voilà, 2 écrans qui font 2 fois celui-là, qui sont portables, qu'on met dans la surface. On met des vidéoprojecteurs. Voilà, puis voilà, bon, c'est vrai qu'on... c'est pour ça que quand je dis c'est un peu de préparation, il faut arriver au moins 45 le temps de tout préparer. Mais je vous dis, c'est super intéressant parce qu'on combine, on essaye vraiment au maximum de faire du travail athlétique combiné à du travail cognitif. Et ça, c'est vraiment sympa. Alors si, avant de parler de mon parcours, j'essaye de voir si j'ai pas 2-3 vidéos, ça va être plus parlant. Le test, ouais, je dois en avoir, mais...
J'en ai tellement que... Où est-ce que je trouve? Test. C'est pas ça. Ah oui, c'est quoi là? Bon, tiens, je vais vous montrer quelques séquences PMA. On va voir. Je prends au hasard, hein, je sais pas ce que... non, c'est pas ça. Où est-ce que... Bon, c'est toujours quand on cherche que... Ouais. Ah, non, parce que ça doit être sur mon disque dur en fait. Ça doit être sur mon disque dur. Ah, attends, je regarde si j'ai pas dans les vidéos. C'est quoi ça? On va regarder. Ah, c'était... Ouais, bon là, ça c'était une séance de PMA, vous voyez, toc, ouais. Vous voyez, elle a des courses avec ballon dedans, dehors. Vous voyez, il y a des prises de décision avec des ballons. Il y en a qui étaient au repos, d'autres qui... Hop, voilà, là c'était avec des filles. Bon, voilà, c'est... Bon, j'ai retrouvé ça, ça date. Hein. Mais... Merde. Bon, j'essaye de voir, ça c'est quoi, j'essaye de voir ce que c'est. Non, ce que... ah oui. Là, c'était... ouais, alors ouais, quand je vous parlais du travail cognitif, ouais, voici, bah, je peux montrer ouais, des exemples. Allez, hop, on va. Un des derniers rassemblements, une dernière séance avec les pros, là. Ouais, séance. Donc, vous voyez, bon, vous voyez, par exemple, voilà, on fait des courses. Vous voyez, à la sortie de la... Voilà, on invente plein de trucs. Hein. Sortie de la course, vous voyez, c'était plutôt de la vitesse, vivacité, veille de match, avec des courses spécifiques. En fait, l'exemple, c'est qu'il y a deux sigles qui apparaissent dans la... Vous voyez, à la fin de la course. Là, elle avait 3 sigles. Et là, il faut que je leur donne une grille vide, ils doivent me retrouver les 3 sigles dans la case. Vous voyez, des trucs... Voilà, on invente... L'idée, c'est des prises d'infos rapides. Et en fait... toujours voilà, coupler un effort physique. Quoi. Allez, je reviens sur mon parcours, pour finir. Alors, mon parcours de formation. Allez, mon parcours, on va dire, étudiant. Bon, voilà, j'ai été lycéen, bac. Là, vous voyez un peu les étapes. Très vite, je me suis impliqué, j'étais joueur de foot, hein. J'ai joué jusqu'en CFA2 DH, mais très vite j'ai voulu encadrer moi, très vite, parce que ça me plaisait beaucoup. Donc j'ai commencé à l'âge de 14-15 ans déjà à donner un coup de main dans mon club d'origine. Bon après voilà, j'ai fait STAPS comme vous, j'étais à Rouen. Par contre ouais, j'ai un parcours un peu atypique, c'est qu'avant de faire STAPS, en fait je suis allé 2 ans au Krebs de Dinard, où j'ai passé 2 brevets d'état d'éducateur sportif. Hein, le BE1 foot et le BESAPT. Donc après, voilà, j'ai fait licence TAPS, entraînement et management, maîtrise TAPS. Les brevets d'état dont tu parles, ouais. Aujourd'hui, on les appelle les GEPS ou les BPGEPS. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que moi, dans mon temps, c'était BE1, BE2, BE3. Donc j'ai passé le BE2, ce qui correspond au DES donc, maintenant. Voilà, des GEPS, hein, donc diplôme supérieur. Donc voilà. Donc fac de sport, et en fait, en même temps que j'étais à la fac de sport comme vous êtes là, moi j'étais déjà, j'avais déjà un brevet d'état, j'étais entraîneur, je suis rentré au club pro du FC Rouen. Donc j'ai travaillé au centre de formation du FC Rouen, et j'ai eu la chance, voilà, j'ai commencé avec les petits, et en fait, 2-3 ans après, j'entraînais l'équipe des U17 ans nationaux. D'accord, donc belle école, hein, belle école. Où j'ai côtoyé à l'époque le directeur du centre, c'était Monsieur Larguet, Nasser Larguet, qui, ceux qui sont dans le milieu du foot connaissent peut-être un peu, qui est passé par Caen, par Strasbourg, par Cannes, qui a été directeur technique de la Fédération du Maroc et qui aujourd'hui est directeur technique de la Fédération d'Arabie Saoudite. Donc voilà, ça c'est mon parcours, on va dire, de formation. Une question à droite.
Est-ce que pour être arbitre de Ligue 1, il faut avoir un passé de professionnel, de footballeur, ou non, pas du tout? Faut avoir joué c'est mieux d'avoir joué au foot. Ouais, mais à un haut niveau ou non. régional, ça suffit? Non. Alors, plus tu as joué longtemps, mieux c'est pour moi, parce que tu comprends mieux l'activité. Mais à un moment donné, si tu veux aller au haut niveau, tu es obligé de faire le choix d'arrêter de jouer. Toi, tu peux pas allier les deux carrières, en fait. Toi. Ouais. Donc, à un moment donné, c'est un choix à faire. Et moi, je le dis sincèrement, d'autant plus si j'étais une fille. Y a des gens, ils resteront des sportifs très modestes de niveau départemental, voire régional. Et des fois, ils iraient dans l'arbitrage. En 4-5 ans, tu peux te retrouver au haut niveau. Franchement. Et, moi, je l'ai dit à ma fille, tu veux pas être arbitre parce que franchement, tu es sportive. T'es sportive. Et là, je le dis aux Stapsiennes, tu es une bonne sportive, tu aimes l'activité. Franchement, en 4-5 ans, tu peux te retrouver très vite là-haut. Alors, c'est moins vrai chez les garçons, mais chez les filles, tu peux avoir un parcours hyper rapide. Et moi, je crois que c'est une voie. Et comme maintenant, en plus, c'est professionnel, c'est intéressant. Hein. Franchement, je trouve que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des représentations négatives par rapport à l'arbitrage, ce qui est une erreur. Hein, et c'est vraiment une activité intéressante. Donc voilà, mon parcours, bon, je vous le mets. Après, bon, vous voyez, un parcours de formation, il se construit tout au long de sa vie. Bon, j'ai passé le BE de foot. Et après, vous voyez, moi, j'ai passé le professorat en 97. Après, je pouvais être, parce que je suis fonctionnaire, moi, au final. Hein, ma petite vie tranquille. Mais en fait, faut toujours faut être curieux, faut se former tout au long de sa vie. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est important. Donc, vous voyez, même moi, encore aujourd'hui, je continue à me former. Vous voyez, en fait, et ça, c'est intéressant parce que, vous voyez, quand j'ai décidé, j'avais 2010, j'avais un peu moins de 40. J'avais 30 et des brouettes. Je décide de passer le certificat de préparateur physique du foot. Je n'en avais pas forcément besoin, mais j'avais envie de m'enrichir parce que ça m'a toujours intéressé. Et vous voyez, le poste que j'ai aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, j'ai fait l'effort de faire ça. C'est une opportunité qui s'est présentée à moi parce que j'ai fait l'effort de passer ce diplôme. Et si je ne l'avais pas passé, je ne serais pas devant vous aujourd'hui en train d'expliquer mon métier. Je serais resté peut-être dans ma ligue. Parce que là, j'étais bien en Marc, hein, vous allez voir, après mon parcours professionnel, j'étais bien en Normandie, hein, en Basse-Normandie. Hein, j'étais très très bien. Hein. Mais moi, je me fixe toujours des challenges, j'ai toujours besoin d'avancer et j'ai toujours besoin de me former. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, j'ai plus de 50 piges, je continue à me former. Ça m'intéresse toujours, je suis curieux. Vous voyez, pareil, il y a 2 ans, je suis allé passer le diplôme de préparateur physique de l'INSEP. J'en avais pas forcément besoin, mais ça m'intéressait de côtoyer d'autres disciplines. Ça a été d'une richesse pour moi. En fait, l'idée, ça a été, grâce à ça, vous voyez, ça améliore mon activité professionnelle. Enfin, parce que le foot, on a tendance à être centré sur nous-mêmes, là, parce qu'on est une grosse fédé. Mais alors, on fait des choses bien, mais on fait des choses aussi parfois moyens. Et le fait d'aller chercher dans des sports mineurs, où avec peu de moyens, ils font des choses intéressantes, moi, je trouve ça génial. Et en fait, j'ai été repiqué des idées. Tiens, ça, en fait, quand dans le tennis de table, le tennis, le kayak, ils font ça. Tiens, intéressant. Comment moi, je peux ramener ça dans mon activité? Et en fait, il faut s'interroger tout au long de sa vie. Il faut être curieux, il faut avoir envie de s'améliorer. En tout cas, moi, c'est ma devise. Et vous voyez, je continue toujours de me former. Alors, mes expériences pro. Fort de, mes formations, elles ont aussi évolué. Elles ont évolué en fonction de mon parcours professionnel, d'accord, évidemment. Hein, donc, 97, on va dire, c'est le départ. J'étais étudiant comme vous, parce que c'est à la sortie de ma maîtrise que je passe le professorat de sport. De là, je suis devenu conseiller technique régional, mais à mission départementale. En Basse-Normandie, voilà. Hein, donc j'ai bossé pendant plus de 13 ans dans le district de la Manche, un bon département avec des gens qui sont c'est une presqu'île, hein, la Manche, hein, donc les gens, il faut les convaincre. C'était une bonne école
parce qu'ils ont du caractère, mais c'est des gens qui sont pleins d'idées. Et j'ai adoré travailler dans ce district. Voilà, ça a été hyper intéressant. Puis vous voyez, au fur et à mesure du temps, je suis devenu ensuite vraiment à la Ligue de Basse-Normandie, CTR. Et puis quand mon collègue qui était le patron, Patrick Gonfalone, il est devenu entraîneur national, en fait, je suis devenu directeur technique de la Ligue de Basse-Normandie. Ça, c'était en 2013, voilà, c'est ça, ouais, 2013. Et j'ai été 3 ans. Et de là, en 2016, que je vous disais, on est venu me chercher pour devenir préparateur physique à Clairefontaine des arbitres. Donc, de mon petit confort ici, où j'étais très bien, hein, DTR, petit confort. Pour être honnête, j'ai une meilleure qualité de vie aujourd'hui, alors que je suis 160 jours parti de chez moi dans l'année. Il faut quand même le savoir. Ça représente, vous voyez, j'ai 160 jours de stage. Hein, c'est-à-dire que, bon, après, je ne suis pas dans le plus mauvais endroit du monde. Hein, je suis à Clairefontaine, je loge au château. Le château que vous voyez, moi j'ai ma chambre, c'est ma deuxième. Il y a pire comme endroit, hein, mais bon. Mais je ne suis pas chez moi. Et ça, c'est quand même une contrainte, parce que c'est une contrainte quoi? C'est une contrainte familiale aussi. Vous voyez, c'est pareil, c'est des métiers où. Alors moi, j'ai la chance, c'est de bosser dans ma passion. J'adore ce que je fais, mais il y a aussi des contraintes, c'est que je ne suis pas souvent chez moi. Et donc, il faut trouver aussi l'équilibre avec sa vie perso. Voilà, faut trouver une copine, une épouse qui accepte que vous ne soyez pas là. Et ça, c'est pas évident. Il y a des femmes. Moi, j'ai un voisin, il me dit, je sais pas comment tu fais. Moi, j'arrive pas à dormir sans ma femme. Je dis, heureusement que je suis pas comme toi, parce que sinon, je serais un peu emmerdé. Hein. Parce que moi, je suis toujours en stage. Donc, mais voilà, j'ai la chance de travailler dans ma passion et dans un cadre qui est plutôt sympathique. Et en dehors des stages, Franck, ouais. tu me disais ce midi aussi que tu avais des missions à l'étranger. Ouais. Alors, vous voyez, t'en as pas trop parlé. Donc ça, vous voyez, mes métiers, c'est intéressant parce que en fait, au départ, j'étais conseiller technique. Vous voyez, l'évolution, ça se construit avec le temps. Conseiller technique départemental, la Manche. Après, conseiller technique régional, la Basse-Normandie. Directeur technique régional, Basse-Normandie. Et aujourd'hui, voilà, mon titre, c'est je suis conseiller technique national, chargé de la préparation physique auprès de la population arbitrale. Et dans ce parcours-là, vous voyez, j'ai eu la chance, parce que ça, c'est vraiment une chance, d'avoir plein de missions sympas. Même quand j'étais en Ligue, j'ai eu des missions vraiment sympas au niveau national. Vous voyez, j'ai été adjoint de l'équipe de France féminine 21 ans pendant 8 ans, de 2000 à 2008, avec quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. Et j'étais tellement content qu'il vienne à Caen quand il m'appelle cet été. Et il me dit, écoute Franck, la famille Mbappé m'a appelé pour que je prenne la direction technique du club. Il s'appelle Gérard Prêcheur. Et moi, j'étais son adjoint pendant 8 ans. Un bonheur. C'est hyper compétent. C'est un des coachs les plus forts que j'ai pu rencontrer dans ma carrière. En tout cas, il fait partie des 5 majeurs, parce que j'en ai rencontré beaucoup. Et malheureusement, il a démissionné de Malherbe il y a quelques semaines. C'est dommage. Mais j'étais tellement ravi qu'ils reviennent ici. Enfin, qu'ils viennent ici. J'ai eu la chance, vous voyez, ça, c'est des petits signes. Quand j'étais en 2010, la Ligue de Basse-Normandie, on accueille l'Euro. Vous êtes jeunes, hein, c'est peut-être vos dates. Non, c'est pas vos dates de naissance, mais vous aviez 10 piges. On accueille l'Euro des U19. Et en fait, vous voyez, c'est peut-être un signe prémonitoire. L'UEFA, donc c'était la Basse-Normandie qui organisait. Hein, d'ailleurs, la France est championne d'Europe. C'est la génération Griezmann. Hein, Griezmann, il avait 19 piges à l'époque. Et l'UEFA demande un préparateur physique pour s'occuper, demande une personne pour s'occuper des 16 arbitres internationaux. Voilà, moi je m'étais proposé. Vous voyez, comme quoi finalement ça a été mon premier pas dans l'arbitrage, alors que je ne suis pas du tout arbitre. J'ai eu la chance de faire la Coupe du Monde, d'être sélectionneur de l'équipe de France futsal universitaire à Braga en 2012, parce que je suis pas mal impliqué dans le futsal aussi. J'ai été observateur de l'équipe de France féminine A et j'ai fait la Coupe du Monde au Chili aussi, avec les U17, enfin les U18, pardon, c'était les U18. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir des expériences géniales qui vous apportent beaucoup. Et puis là, depuis, on va dire depuis 5-6 ans, alors même si je suis à 85% de mes missions avec l'arbitrage, j'ai encore 15% avec la direction technique sur la formation des entraîneurs, et en particulier sur la préparation physique. Donc vous voyez, depuis 5 ans, j'ai des expériences, je vais tous les ans
Je vais tous les ans aux États-Unis avec la MLS. Hein, je suis allé à Atlanta, voilà, en 2019-2020, à Seattle, à Columbus, là, en août 2023. Et là, cette année, bah ouais, pour rien vous cacher, il y a la session numéro 6 qui démarre dimanche, enfin lundi prochain. Donc à Clairefontaine, c'est leur première semaine. Et après, c'est une formation qui est étalée sur 6 semaines dans l'année. Et là, bah, j'y vais la semaine prochaine. Et vous voyez, ce soir, j'ai animé vendredi soir, c'est un peu une formule nouvelle, un webinaire avec les 24 stagiaires américains là, et qui sont tous dans des clubs de MLS. Hein, voilà, Los Angeles, New York Red Bull, Atlanta FC, bon, voilà, tous les Seattle, FC Dallas. Et bah, ce soir, vous voyez, à 19h, j'ai une deuxième visio, enfin un deuxième webinaire à animer. Donc c'est une bonne journée pour moi. Et c'est nouveau, on a mis ça en amont de la formation et ils démarrent leur formation lundi prochain à Clairefontaine pendant une semaine. Et après, il y aura une semaine tous les 2-3 mois, mais qui a lieu dans un club d'un des stagiaires aux États-Unis. Et leur semaine d'examen qui a lieu la dernière semaine où ils reviennent en France. Donc voilà. J'étais au DES il y a 15 jours aussi, sur le DES sur la préparation physique. Hein. Ah oui, dernière grosse mission que j'ai eue. Alors là, c'est dernière grosse mission que j'ai faite, ouais, je ne l'ai pas mise là. Mais elle date d'avril dernier. J'étais avec Cyril Moine, le préparateur physique de Didier Deschamps, et Thomas Pavillon, le préparateur physique de l'équipe de France féminine. On était en Arabie Saoudite pour former en fait les préparateurs physiques des clubs de Ligue 1 d'Arabie Saoudite. Donc bon, voilà, vous voyez, c'est des expériences qui sont super, enfin, hyper enrichissantes. Puis là, moi, vous avez la chance d'être avec Cyril Moine et Thomas Pavillon, qui sont deux grands pros. C'est vraiment intéressant. Donc voilà pour les expériences. Donc vous voyez, ce que je veux dire, c'est que quand on sort de... Oui, ça, faut que vous en preniez conscience. Quand on sort de STAPS, et que parfois même en STAPS, parce que là... on vous vend du rêve en fait. On vous dit ouais, avec ton master tu vas entraîner en Ligue 1. Faut pas rêver. Un jeune qui sort de fac, on va pas te mettre un groupe de haut niveau en autonomie complète. En fait, un parcours. Quand les profs de la fac ils vous vendent ça, ils vous vendent du rêve, c'est faux, c'est archi faux. Un parcours, ça se construit. Ça se construit avec le temps. Ça se construit avec de la pratique de terrain. Moi, le conseil que je vous donne, c'est le conseil d'un vieux, d'un con. C'est d'ailleurs le conseil que j'ai donné à mon propre fils qui était à votre place il y a 4 ans. Et là, maintenant, il était un peu... j'ai dit, tu veux bosser dans le sport, c'est bien. Mais la vraie école, c'est, moi, à partir de 16 ans, il faut aller sur le terrain. Donc, si vous voulez aller dans l'entraînement sportif, ce qu'est la plupart d'entre vous, j'imagine, mais que vous êtes que des théoriciens et que vous n'allez jamais sur le terrain, vous êtes complètement à côté de la plaque. La réalité, c'est la pratique sur le terrain. C'est là où vous apprenez le métier. C'est là où vous expérimentez. C'est là où vous faites des erreurs. C'est là où vous faites des choses. Tiens, ça marche, ça marche pas. Si on reste devant ses cahiers ah bah si, pour la recherche, c'est bien, mais pour la pratique, ça vaut rien. La meilleure école, je vous le dis, c'est le terrain. Il faut en bouffer, il faut encadrer, il faut vivre des expériences avec différents publics. Il faut commencer avec les petits, avec les ados, avec le public senior. Je vous donne une anecdote parce que mon fils, il a votre âge. Donc, là, maintenant, il est à Lyon. Il est salarié d'un club. Et il est en apprentissage. Il refait un DU là, à Montpellier. Il m'appelle dimanche soir. Je lui dis alors, ça s'est bien passé et tout. Il me dit... ouais, il dit, il y avait Alexandre Delal. Alexandre Delal, vous verrez, ceux qui s'intéressent à la préparation physique, il fait des bouquins, il était formateur. Il m'a dit, je suis passé en pédale, le sujet, putain, c'était quand même pas simple. Il m'a dit que il était satisfait de mon passage, il a dit que c'était bien et tout. Mais il dit, je me rends compte, cette année, j'entraîne des seniors. Je suis adjoint dans mon club de N3 là, avec les seniors. Il dit, par rapport à l'année dernière, j'ai passé le brevet de moniteur de foot à la Ligue. Bon, je me débrouillais, mais... Je dis, je vois bien, cette année, j'ai pris une autre dimension parce que j'entraîne des seniors. Et avec des seniors, il dit, moi j'ai 23 ans, je me tape avec des mecs qui sont à N3, qui ont 30 ans, 26 ans. T'as intérêt d'être costaud parce que sinon ils te bouffent. Et il dit, j'ai pris en expérience. Je dis, voilà. J'ai dit, c'est ça. En fait, il faut que tu expérimentes sur le terrain, tu vas te construire petit à petit. Et ça, c'est important. Donc je vous le dis, faites du terrain. Si vous ne faites pas de terrain et que vous vous destinez à ces métiers-là,
Parce que moi, je vous le dis, si je recrute, parce que vous voyez, même à la Fédé, j'ai eu une jeune, bah tiens, c'est intéressant. La semaine dernière, j'ai eu une jeune qui est prise par la Ligue de football d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est en doctorat dans la préparation physique. Elle a été prise pour justement, et elle voulait venir observer un de nos stages. Donc je l'ai invitée sur un de mes stages, et elle a fait du terrain. Et elle m'a dit, ouais, moi j'adore le terrain, parce que pourtant elle est en doctorat, hein, mais elle dit, elle me dit, c'est super de m'avoir. Et puis moi je l'ai mis, elle n'a pas fait qu'observer, je l'ai mis actrice sur mes stages, comme ça elle a mis la main à la pâte, et c'était super. Hein, et ça c'est formateur. Et alors ça me revient sur un autre élément, essayer de trouver des gens, parce que pour construire son parcours professionnel, il faut aussi rencontrer des gens. Et moi ça a été... C'était aussi, voilà, ça c'est ma carrière de sportif. Voilà, j'ai joué près de Laval. Je suis mayennais, moi d'origine, lavallois. J'ai joué à Saint-Malo, qui était en N2, DSR. J'ai joué à Sotteville. Mon parcours d'entraîneur. Et puis ça, c'est mon parcours. Voilà, parce qu'en fait, au départ, je voulais être journaliste sportif. Vous voyez, en fait, vous voyez les parcours de vie. Hein, je voulais être journaliste sportif. J'ai été correspondant de Ouest France quand j'étais jeune. Mais voilà, la vie fait que j'ai toujours voulu bosser dans le sport, j'ai réussi, mais finalement j'ai un petit peu changé de voie. Donc voilà, ouais, c'est ça que je voulais c'est un peu ma conclusion, mais bon, si on veut réussir, il faut de la formation, ça c'est évident. Être passionné, si vous n'êtes pas passionné, changez de voie. Il n'y a rien de pire que d'aller dans un truc où on n'est pas passionné. Pas compter son temps. Le problème souvent des jeunes, c'est que vous voulez tout et tout de suite. C'est-à-dire que, je vous dis, à 20 ans, vous n'aurez jamais une équipe. Alors, vous n'aurez jamais une équipe de Ligue 1. Il ne faut pas rêver, ça. Enfin, je veux dire, ça va se construire petit à petit par votre pratique. Et puis, l'élément voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que la vie, c'est fait de rencontres. Et en fait, dans la vie, il y a des gens importants que vous allez qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous aider. Moi, ça a été le cas. Vous voyez, Nasser Larguet, là, vous voyez, qui est actuellement, que moi j'ai rencontré à Rouen, qui m'a fait confiance, qui m'a donné des responsabilités. Quand vous rencontrez des gens comme ça, c'est extraordinaire. Qui m'a accompagné, voilà, qui aujourd'hui est le directeur de la Fédération d'Arabie Saoudite. J'ai eu Patrick Gonfalon, qui a été entraîneur national, qui a été mon collègue. Voilà. Dans la préparation physique, vous irez voir ses ouvrages. Si vous vous intéressez à la préparation physique, je vous invite vraiment à les lire. C'est celui qui est tout en bas, qui a été dans le rugby, dans le badminton, qui a entraîné Parker. Il s'appelle Frédéric Aubert. C'était un de mes formateurs et qui est devenu un ami. Bon, maintenant qui est en retraite, mais vous voyez, qui m'a beaucoup, moi, influencé. Et puis Gérard Prêcheur, là, que vous voyez, malheureusement, qui était le directeur technique il y a encore un mois à Caen, qui était l'ex-entraîneur de Lyon et de Paris féminin, avec qui j'étais adjoint, qui, moi, m'a beaucoup apporté. Et en fait, il faut comme ça, il faut dans votre vie rencontrer des gens qui vont vous accompagner, qui vont vous aider et qui vont beaucoup vous apporter. Il faut essayer de les identifier. Moi, j'ai eu la chance dans mon parcours, j'ai rencontré des belles personnes et des gens, quand je vois leur parcours aujourd'hui, je leur dois beaucoup en fait. Et j'en suis vraiment reconnaissant. Il y a des opportunités qu'il faut saisir, il faut faire des choix, ça c'est la réalité. Vous voyez, le choix, moi, en 2016, quand j'avais votre âge, si on m'avait dit un jour que je serais entraîneur des arbitres de Ligue 1 et que je bosserai à Clairefontaine, je n'aurais jamais cru. Vous voyez, on ne peut pas savoir, pour ça, on peut pas savoir ce que 20 ans après, je vous dis, un parcours, ça se construit. C'est surprenant. Si on m'avait dit ça, je vous dis, j'étais à votre place, je leur ai dit non, c'est pas possible. La preuve que si. Tout n'est pas linéaire. Vous allez rencontrer plein d'obstacles. Vous allez rencontrer des gens bien. Vous allez rencontrer des cons, parce que Dieu sait s'il y en a sur Terre. Hein, mais ceux-là, il faut les éliminer de votre entourage, de votre environnement. Gardez les gens sains, qui vous apportent, qui sont positifs. Enfin, moi, c'est les gens qui vous polluent la vie, faut vite les éliminer. Et des fois, des gens proches. Hein. Faut avoir que des gens positifs. Et puis, on n'a rien sans rien, parce que ça, c'est souvent le problème un peu des jeunes. On veut tout, on veut déjà gagner 4 000 € alors qu'on n'a jamais rien fait dans sa vie. Il ne faut pas rêver. À un moment donné, le salaire, parce que l'argent, il en faut, évidemment. Mais avant d'avoir un salaire élevé, déjà, avant de recevoir, il faut donner. Vous voyez, ça, c'est un peu ma devise. Il faut donner et ça vient naturellement. D'accord ? Donc, ne pas être trop impatient, hein, et avoir un parcours qui se construit voilà, petit à petit et vous aurez ce que vous méritez. Il n'y a pas de souci.
Hein, et puis, voilà, ça passe par un investissement personnel qui doit être énorme. Si on ne s'investit pas, on peut pas, à mon avis, on ne peut pas réussir. On arrive donc au terme de ta conférence, Franck, en te remerciant énormément pour cette excellente intervention. Avant de conclure, peut-être avez-vous encore une ou deux questions? Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. C'est le moment. Hein. En tout cas, merci à toi, Franck, pour ton intervention. Et puis, je crois que le discours final est très évoquant, évoquant, c'est un nouveau mot que j'invente, est très éloquent quant à votre avenir. Hein. C'est-à-dire qu'à la fin de la licence entraînement sportif, c'est pas fini. Tu nous as montré l'exemple par ton fils.